Il est des maisons où le silence semble respirer encore les secrets du passé. Des lieux où chaque pas réveille une ombre et où les murs paraissent t'écouter. Ce soir, c'est l'une de ces histoires que je vais te raconter. Une enquête où la vérité se cache derrière les émotions les plus humaines. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Très bien. Nous étions arrivés à Étretat sous un ciel bas et mouvant, dont les nuages semblaient flotter au ras des falaises. L'air portait cette odeur, à la fois vivifiante et mélancolique de sel et d'algues mêlées. Poirot, assis à côté de moi dans le fiacre, demeurait silencieux, les mains croisées sur sa canne, le regard fixé sur l'horizon. J'aurais pu croire qu'il somnolait, n'eût été ce léger froncement de sourcils que je lui connaissais trop bien, signe que les petites cellules grises travaillaient déjà. Lorsque nous atteignîmes la pension, une bâtisse grise battue par le vent, il refusa le thé que lui proposait la maîtresse des lieux et se mit à marcher lentement sur la terrasse. Je lui fis remarquer qu'il paraissait inquiet. « Mon ami, dit-il enfin, le vent d'ici apporte quelque chose de plus que l'odeur de la mer. C'est un souvenir, peut-être. » Je ris, croyant à une plaisanterie. Mais son ton grave me fit taire. Il semblait écouter, non les vagues, mais quelques murmures intérieurs. Ainsi commençait une aventure où la mer et la mémoire se confondraient bientôt. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner dans la salle vitrée, Poirot sortit de la poche intérieure de son veston une lettre soigneusement pliée. Il la posa devant moi comme un objet d'importance. « Voyez, Hastings, cette lettre m'a été adressée par une veuve, Madame Lefebvre, demeurant à quelques kilomètres d'ici. Elle croit sa maison hantée. » Je souris. Poirot, en revanche, ne souriait pas. Elle parle de pas qui montent chaque nuit vers le grenier. Elle ne dit pas qu'elle les entend, elle écrit « Je les ressens ». Et surtout, elle précise « Ce ne sont pas des bruits, monsieur Poirot, ce sont des reproches. » Je demeurais perplexe. Une affaire de spectre, voilà qui me paraissait singulièrement peu digne d'un esprit rationnel. Poirot poursuivit « Les mots sont intéressants, mon ami. Reproche, non pas bruit. Voilà une femme hantée, non par un fantôme, mais par sa conscience, et cela, c'est de mon ressort. » Il replia la lettre avec soin. Ses yeux brillaient d'une curiosité calme et précise. J'aurais dû me souvenir que pour Poirot, les véritables mystères ne résident pas dans l'au-delà, mais dans les replis du cœur humain. L'après-midi même, nous prîmes la route dans une carriole brinque-ballante. Le paysage se déroulait monotone, des champs battus par le vent, des pommiers nus, et, çà et là la mer, d'un gris presque métallique. Poirot demeurait pensif. « Remarquez, Hastings, dit-il soudain, il est rare qu'une maison parle ainsi à ceux qui y vivent. Quand elle le fait, c'est qu'elle désire confesser quelque chose. » Nous aperçûmes bientôt la demeure, la maison des Tilleuls, un vaste manoir au toit d'ardoise, jadis élégant, mais aujourd'hui fatigué. Les arbres du jardin semblaient s'incliner sous un poids invisible. À notre arrivée, la lourde grille grinça, comme pour nous avertir. Poirot, le chapeau bien droit, observa longuement la façade. Une maison comme une femme, mon ami. Coquette, autrefois, négligée maintenant, mais toujours fière. Je souris de nouveau, mais cette fois sans conviction. L'endroit avait quelque chose de trop silencieux, comme si chaque pierre écoutait. Madame Lefebvre nous reçut dans le salon, vêtue de noir, la peau d'une pâleur presque transparente. Ses gestes étaient gracieux, mais hésitants, comme ceux d'une personne habituée à la solitude. Poirot la salua avec cette déférence, empreinte de douceur,
qu'il réservait aux âmes troublées. Elle parla de ses nuits sans sommeil, de ces bruits au-dessus de sa chambre, toujours à la même heure, ses pas légers, suivis parfois d'un murmure qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Vous croyez donc aux esprits, madame ?» demanda Poirot d'une voix douce. « Je ne sais plus en quoi croire, monsieur, mais je sens qu'on me reproche quelque chose. » Il inclina la tête, attentif. Ses yeux observaient plus qu'ils n'écoutaient. Les maisons gardent d'eux les secrets de ceux qui les ont aimés. Et trahis, murmura-t-il. Je crus voir la veuve tressaillir, puis, se ressaisissant, elle nous invita à dîner. La lumière du soir glissait sur les vitres comme un voile de cendre, et déjà le mystère prenait racine dans ce silence. Au repas, nous fîmes la connaissance d'Henri Lefebvre, le neveu de la maîtresse de maison. C'était un jeune homme aux mains tachées de peinture, au regard fier et méfiant. Il parla peu, mais ses silences étaient chargés de défis. « Mon oncle aimait beaucoup cette maison, » dit-il simplement, avant de détourner les yeux. La domestique, Élise, servait sans un mot. Son visage fermé trahissait cependant une étrange tension. Je remarquai qu'elle évitait soigneusement le regard de sa maîtresse. Poirot, lui, semblait se repaître de ses silences autant que d'un festin. « 3 âmes sous un même toit, mon ami, » me glissa-t-il plus tard. « C'est parfois plus dangereux qu'une armée. » Je ne compris pas tout de suite le sens de ces paroles, mais je devinais déjà, à la raideur d'Henri et au tremblement de la main d'Élise, qu'un passé pesait ici plus lourdement que l'air du soir. Après le repas, Madame Lefebvre nous fit visiter la maison. Dans un couloir étroit, un escalier montait vers le grenier. Une porte, au sommet, se devinait sous une épaisse couche de poussière. « Personne n'y est monté depuis des années, » dit-elle à voix basse. « La clé a disparu depuis la mort de mon mari. » Poirot s'approcha, observa le loquet rouillé, la poussière immobile, puis se recula, lentement. « C'est curieux, » murmura-t-il, comme le temps se plaît à ensevelir non seulement les objets, mais les vérités. Madame Lefebvre pâlit, puis détourna la tête. Je sentis un frisson me parcourir. Dans ce silence suspendu, on aurait dit que la maison elle-même retenait son souffle. La nuit tomba sur la maison des Tilleuls avec la lenteur d'un rideau. J'écrivais dans ma chambre, tâchant de mettre en ordre les impressions confuses de la journée. La maison paraissait plus vaste encore dans l'obscurité. Chaque craquement du bois semblait une respiration. Vers minuit, un bruit sourd retentit, quelque part au-dessus de ma tête. J'eus l'impression d'un pèse hésitant, suivi d'un autre plus léger. Je sortis dans le couloir. Une lumière filtrait sous la porte de Poirot. Il m'attendait déjà, parfaitement vêtu, la tête légèrement penchée. « Vous aussi? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas, Hastings ?»« Oui, un pas, ou peut-être. » Il leva une main pour m'interrompre. « Non, mon ami, pas un pas, un commencement. » Son regard se tourna vers le plafond, puis vers moi, et il ajouta, presque avec tendresse, « Cela commence. » Le lendemain, la maison semblait revenue à une paix feinte. Le petit déjeuner se prenait dans la salle à manger, donnant sur le jardin. Les tasses de porcelaine tintaient doucement, et les gestes se faisaient mesurés, presque rituels. Pourtant, sous cette façade d'ordre, je sentais comme un souffle d'inquiétude. Madame Lefebvre, vêtue de gris pâle, parlait peu. Ses mains fines se crispèrent parfois sur sa serviette, tandis qu'Henri feuilletait distraitement un journal, sans en lire une ligne. Poirot observait tout cela, avec ce calme que je connaissais trop bien. L'œil apparemment distrait, mais chaque détail, enregistré, pesé, comparé. « Une maison bien réglée, n'est-ce pas, mon ami ?» me dit-il soudain, sans lever les yeux de son café.
Mais l'ordre excessif est souvent le masque du trouble. Je compris que déjà, sous cette atmosphère polie, il devinait une mécanique grippée, un engrenage moral qui grinçait dans le silence des habitudes. Plus tard, Madame Lefèvre demanda à parler seule avec Poirot. Elle nous reçut dans le petit salon, où la lumière tombait en oblique sur les rideaux jaunis. Sa voix tremblait à peine. « Monsieur Poirot, je ne suis pas folle, je sais ce que j'ai entendu. » Poirot inclina la tête, bienveillant. « Les pas, madame ? Oui, chaque nuit, à la même heure. Et parfois, un souffle, comme un soupir. Mon mari. » Elle hésita. « Il revient, j'en suis sûr. » Poirot l'écoutait sans un mot. J'ai fait dire des messes, j'ai prié, mais rien n'y fait. Peut-être veut-il me rappeler ce que j'ai voulu oublier. Elle posa la main sur son front, lasse. Il n'a jamais trouvé le repos, vous comprenez? Poirot répondit doucement. Ou peut-être, madame, est-ce vous qui ne l'avez pas trouvé? Elle tressaillit, et je vis dans son regard une détresse d'enfant. Dans cette pièce close, le mot « fantôme » semblait soudain bien trop faible. Ce que cette femme redoutait, ce n'était pas une apparition, c'était un souvenir vivant. Nous retrouvâmes Henri dans la cour, une cigarette aux lèvres. Il riait nerveusement. Ma tante a l'imagination fertile, monsieur Poirot. Elle croit aux revenants comme d'autres croient aux miracles. Poirot répondit sans ironie. « Et vous, monsieur, vous n'entendez rien, jamais. » Henri haussa les épaules. « Rien, sinon le vent dans les tuiles et les gémissements d'une vieille maison. Ce n'est pas un mystère, seulement la décrépitude. Je crus percevoir, dans sa voix, une amertume à peine contenue. » Il jeta sa cigarette, l'écrasa d'un geste brusque. « Cette maison me pèse, à moi aussi. Si je pouvais partir, je le ferais demain. » Poirot le remercia poliment, mais ses yeux s'attardèrent sur le jeune homme avec un intérêt méditatif. Quand Henri s'éloigna, il murmura « Lui, il n'a pas peur des fantômes, Hastings. Il a peur de ce qu'il pourrait révéler. » De retour dans notre chambre, Poirot resta longuement assis, les mains jointes, le regard perdu vers la fenêtre. Je connaissais ce silence. C'était celui des petites cellules grises en pleine effervescence. « Voyez-vous, Hastings, finit-il par dire, dans cette maison, chacun vit selon un rôle. La maîtresse de maison joue la victime, le neveu le sceptique, la servante le témoin muet. Mais derrière ces rôles se cache quelque chose de plus simple, la peur. » Je lui fis remarquer qu'il exagérait peut-être. Il secoua la tête. Non, une peur ancienne, patiemment entretenue. Une peur qui nourrit le remords, et inversement. C'est une belle mécanique, mon ami. La psychologie du silence. Il sourit avec douceur. Nous allons écouter non pas ce que ces gens disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Cette phrase resta gravée dans mon esprit. Elle était la clé invisible que Poirot utilisait pour ouvrir les portes verrouillées de la conscience. Dans l'après-midi, Poirot demanda à visiter le bureau du défunt Monsieur Lefèvre. La pièce exhalait une odeur de cuir et de poussière. Sur le bureau, des livres, quelques papiers jaunis, mais rien d'intime. Poirot fit lentement le tour des murs, observa les cadres, paysages, portraits d'ancêtres, une scène de chasse, mais pas la moindre photographie du maître de maison. « Tiens donc, » murmura-t-il, « l'absence parle plus fort que la présence, n'est-ce pas, Hastings ?» Je haussai les épaules. Peut-être a-t-on simplement voulu éviter les souvenirs douloureux. Poirot sourit finement. Ou les souvenirs honteux? Dans une maison française, on garde les portraits de ceux qu'on aime, sauf quand on préfère oublier pourquoi on les a aimés. Je notai que ses yeux s'étaient arrêtés sur une marque plus claire au mur,
l'emplacement précis, où un cadre avait autrefois pendu. Henri nous conduisit jusqu'à son atelier, une vaste pièce éclairée par une verrière. Des toiles s'alignaient contre les murs, certaines achevées, d'autres à demi effacées. Une odeur de térébenthine flottait dans l'air. « C'est mon refuge », dit-il, en essuyant ses mains sur un chiffon. Poirot observa une toile posée sur un chevalet. On y distinguait le visage d'une femme, d'abord finement dessinée, puis brusquement barbouillée de gris et de blanc. « Vous l'avez détruite ?» demanda Poirot. « Non, je l'ai corrigée. » Le ton sec du jeune homme contredisait le trouble évident de ses yeux. Poirot s'approcha, caressa le bord du cadre du bout du doigt. « On ne corrige pas la mémoire, monsieur. On la recouvre. » Henri ne répondit pas. Je vis, sur sa palette, un mélange de tons chers et de cendres, une couleur, entre la vie et le deuil. Poirot resta songeur. Cette peinture semblait moins une œuvre qu'un aveu étouffé. Ce soir-là, au dîner, Poirot évoqua, presque distraitement, la porte du grenier dont la clé s'était perdue. « Une clé, madame, dit-il doucement, est une chose curieuse. Elle ouvre ou elle enferme, mais dans les deux cas, elle garde un secret. » Madame Lefebvre, qui portait une coupe de cristal à ses lèvres, la reposa brusquement. « Je ne sais plus ce qu'elle est devenue, » balbutia-t-elle. Henri leva un sourcil ironique. Élise baissa les yeux. Poirot fit mine de n'avoir rien remarqué, mais plus tard, dans le couloir, il me dit « Une main a tremblé, Hastings, et les mains ne tremblent pas pour un simple souvenir matériel. Je compris qu'il avait vu ce que moi j'avais manqué. Une peur ancienne, réveillée par un mot anodin. » Lorsque nous regagnâmes notre chambre, Poirot demeura pensif. Je lui demandai ce qu'il pensait de tout cela. « Mon cher ami, dit-il lentement, ce n'est pas ici une affaire de crime passionnel, c'est une affaire de conscience, une trahison de soi-même. » Il s'assit près de la fenêtre, observant la lune voilée. « Il y a dans cette maison des âmes qui ont menti non pour sauver leur vie, mais leur image. Et ces mensonges, à la longue, se transforment en bruits, des bruits qu'on appelle fantômes. » Je ne sus que répondre. Poirot avait ce don de transformer une simple énigme domestique en drame moral. Je pressentais seulement que le mot « trahison » reviendrait, plus tard, comme un écho. Cette nuit-là, le vent soufflait violemment contre les vitres. La maison semblait gémir de toutes ses poutres. J'avais peine à trouver le sommeil. Soudain, un son étouffé s'éleva du plafond. D'abord un pas, puis un sanglot, long et plaintif. Je me redressai aussitôt, mais avant que je sorte, la porte de Poirot s'ouvrit sans bruit. Il tenait une bougie. « Vous avez entendu ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Oui, mon ami, ce n'est pas le vent, cette fois. » Nous restâmes là, dans le couloir obscur, écoutant. Les sanglots se perdirent peu à peu, remplacés par un silence presque vivant. Poirot souffla sa bougie. « C'est la conscience d'une maison, Hastings. Elle pleure pour ceux qui n'osent pas. Je ne dormis plus de la nuit. Et dans ce silence revenu, il me sembla que la vérité, elle aussi, retenait son souffle. La nuit avait été d'une immobilité étrange, comme suspendue hors du temps. Vers 3 heures, un cri bref déchira le silence, suivi d'un lourd bruit de chute. J'accourus aussitôt, suivi de Poirot, vêtu de sa robe de chambre soigneusement boutonnée. Dans la chambre de Madame Lefebvre, une lampe vacillait, projetant sur le mur l'ombre d'une silhouette renversée. La veuve gisait à terre, livide, les yeux écarquillés d'une terreur muette. « Elle a vu quelque chose, » murmura Poirot. « Regardez son regard. Il suit encore ce qu'il croit voir. » Henri accourut, pâle et tremblant, tandis qu'Élise, blême,
se signait. Madame Lefèvre finit par balbutier. Une ombre, près du lit, qui s'est glissée. Puis elle s'évanouit. Poirot demeura immobile un instant, observant le rideau qui frémissait légèrement. « Non, mon ami, dit-il à mi-voix, ce n'est pas une ombre, c'est un remords qui prend forme. Au matin, la maison semblait flotter dans un état d'agitation contenue. Henri, les traits tirés, arpentait le couloir sans but. Élise murmurait des prières à demi-voix. Poirot prit son café lentement, comme si rien ne s'était produit. L'ordre apparent est souvent la dernière défense des âmes tourmentées, dit-il calmement. Madame Lefèvre, toujours alitée, refusait de parler. Un médecin du village vint constater qu'il ne s'agissait que d'une crise de nerfs, mais je vis bien que Poirot n'en croyait rien. Son regard se promenait sur les murs, les tapis, les cadres, comme s'il cherchait dans la maison même une réponse. Puis, se tournant vers moi, « Mon cher Hastings, il est temps de cesser d'attendre. Cette comédie de silence a trop duré. Nous allons ouvrir le grenier. » Il le dit simplement, comme s'il annonçait le thé de l'après-midi. Et pourtant, j'y sentis la gravité d'un jugement. La nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Henri protesta, évoquant la superstition, la mémoire de son oncle et 1000 prétextes. Madame Lefèvre pleura doucement, répétant que certaines portes devaient rester fermées. Poirot demeurait d'une courtoisie implacable. « Madame, dit-il avec douceur, je ne cherche pas à troubler votre paix, mais à rétablir l'ordre, et l'ordre ne craint pas la lumière. » Il envoya Élise chercher le serrurier du village, un certain Durand, réputé pour son habileté. Pendant l'attente, je remarquai que Poirot notait quelque chose dans son carnet. Des heures, des sons, des mots isolés. « Ce grenier, murmura-t-il, est le cœur de la maison, et tout cœur malade finit par se manifester. » Madame Lefèvre détourna les yeux, comme si ces mots la blessaient. Henri, lui, se tut, mais son visage fermé trahissait une inquiétude que je ne lui connaissais pas. Lorsque le serrurier arriva, Poirot se leva avec gravité. « Allons-y, messieurs, les fantômes aiment le noir, offrons-leur un peu de clarté. » Nous suivîmes le serrurier jusqu'à l'étroit escalier de bois. À chaque marche, le plancher gémissait, comme s'il protestait. L'air devenait plus lourd, saturé de poussière et de vieux secrets. Poirot observait le travail de l'homme avec une attention extrême, les bras croisés, l'expression d'un juge qui assiste à une exécution. Lorsque le loquet céda enfin dans un grincement aigu, un souffle froid s'échappa du grenier. Élise fit le signe de croix. « Ah !» fit Poirot doucement. « Voici qu'on respire de nouveau. » Il entra le premier, d'un pas mesuré. Je le suivis malgré une appréhension indéfinissable. Tout autour de nous, la maison semblait retenir sa respiration, comme si derrière cette porte, le passé venait de reprendre vie. Je n'oublierai jamais l'impression que me fit ce lieu. L'air y était immobile, presque palpable. Une poussière épaisse couvrait le plancher, comme une neige ancienne. Sur les poutres, les toiles d'araignée pendaient telles des draperies funèbres. Au centre, une table bancale, une chaise cassée, et, sur le mur du fond, un miroir fendu reflétait nos silhouettes déformées. « Regardez, Hastings, » dit Poirot d'une voix basse, « le passé se regarde toujours dans un miroir brisé. » Je frissonnais. Tout semblait figé, et pourtant, comment dire, une présence s'en dégageait, quelque chose d'humain, de récent. Poirot, égenouillé, traçait du doigt un cercle sur la poussière. Aucune trace de pas anciens, mais des marques récentes. Quelqu'un est venu ici, et souvent. Il se releva lentement. La maison était close, oui, mais pas le grenier. Le silence y était habité, et, comme pour lui donner raison, un courant d'air fit frémir la flamme de sa bougie. Poirot s'approcha d'un recoin obscur.
Une couverture soigneusement pliée reposait sur une vieille malle. Près d'elle, un gobelet ébréché et une chandelle à moitié consumée. Il examina chaque objet avec minutie. Voilà, mon ami, ce qu'on appelle un paradoxe. On garde l'ordre jusque dans la clandestinité. Celui ou celle qui vivait ici avait la manie de l'ordre, mais aussi la peur du désordre moral. Je demeurai silencieux. L'idée qu'un être ait pu habiter secrètement au-dessus de cette maison respectable me glaçait. Poirot se redressa, les yeux brillants. Ce n'est pas un revenant, Hastings, c'est bien pire. C'est une âme vivante, prisonnière du passé. Dans cette phrase, il y avait quelque chose de presque religieux. Je compris qu'il touchait, sans le dire, à la vérité. Près du mur, Poirot ramassa un petit objet recouvert de poussière. C'était un cheval de bois, grossièrement taillé, portant sur son flanc 2 lettres gravées, CL. Il le contempla un long moment, puis le glissa dans sa poche. Un jouet d'enfant, Hastings, et voyez ses initiales. Elles reviendront nous parler, j'en suis sûr. Nous redescendîmes. Lorsque Poirot montra l'objet à Madame Lefebvre, elle pâlit soudain et porta la main à sa gorge. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Dans votre grenier, madame. » Elle chancela. Élise accourut. Un instant plus tard, la veuve s'évanouissait. Poirot la fit transporter sur le canapé, son visage impassible mais ses yeux étincelants d'intuition. Un souvenir, Hastings, c'est souvent plus meurtrier qu'une arme. Lorsque Madame Lefebvre reprit conscience, Poirot s'assura qu'elle fut soignée, puis demanda à Élise de rester. La servante, les mains jointes, fixait le plancher. « Vous avez entendu des voix, n'est-ce pas ?» demanda Poirot doucement. Elle hésita, puis murmura. « Oui, monsieur, parfois, la nuit. Une voix de femme, elle disait « Pardonne-moi », toujours la même phrase. Et vous n'avez jamais cherché à savoir d'où elle venait. J'ai eu peur. On dit qu'un esprit ne doit pas être dérangé. » Poirot ferma les yeux un instant, comme pour prier. Les esprits, ma pauvre enfant, sont bien souvent ceux des vivants. Élise éclata en sanglots. Je vis Poirot la regarder non avec sévérité, mais avec une profonde compassion. Plus tard, lorsque nous fûmes seuls, Poirot demeura silencieux. Il se promenait lentement dans le couloir, main derrière le dos. Ce qui m'intéresse, Hastings, ce ne sont pas les mensonges eux-mêmes, mais leur musique. Ici, chacun ment sur la même note. La peur, non par haine, mais pour se protéger. Je lui demandais ce qu'il comptait faire. Rien encore. J'écoute, je mesure, je pèse. Les mensonges sont comme des horloges déréglées. Il faut trouver celle qui avance trop vite et celle qui retarde. Son calme me troublait plus que les cris de la veille. Le jour déclinait. Un vent vif agitait les peupliers du parc. Nous étions dans le salon lorsque retentit un aboiement furieux, suivi d'un cri. Henri surgit, haletant. « Mon chien, il a trouvé quelque chose dans le jardin. » Nous le suivîmes. Près du vieux puits, la terre avait été fraîchement remuée. L'animal, les pattes couvertes de boue, grattait encore. Poirot s'agenouilla. Sous la première couche de terre, il tira un petit coffret en fer. À l'intérieur, un mouchoir jauni, taché d'une marque sombre, et une épingle de femme aux pierres ternies. Il referma lentement le couvercle. Les morts, mon ami, sont patients. Ils attendent qu'on les écoute. Henri détourna le regard. Élise, à distance, se signa de nouveau. Je compris alors que la maison avait cessé de murmurer. Elle criait désormais. Le lendemain, Poirot paraissait étrangement absorbé par ses pensées. Nous déjeunions en silence, lorsque soudain il leva la tête et dit « Hastings, vous souvenez-vous du petit coffret trouvé dans le jardin ?»
Parfaitement. Il contenait une lettre signée de ses initiales, C.L. Je sais désormais à qui elles appartiennent. Je le regardai, intrigué. À une certaine mademoiselle Claire Lambert, poursuivit-il. Une gouvernante qui vécut ici autrefois, et qui disparut il y a 20 ans, sans laisser de traces. Je fus surpris. Disparue? On parla d'une fuite, d'un chagrin d'amour, d'une honte. Mais l'affaire fut étouffée. Et pourtant, Hastings, son nom flotte encore dans l'air de cette maison, comme un parfum effacé. Poirot posa sa tasse avec soin. Quand un nom refuse de mourir, mon ami, c'est qu'il réclame justice. Je compris qu'un nouveau chapitre du drame venait de s'ouvrir, non plus celui des bruits nocturnes, mais celui des consciences. Nous évoquâmes le nom de mademoiselle Lambert devant madame Lefebvre. À peine prononcée, elle se figea, la main crispée sur le bras du fauteuil. « Je ne connais pas cette personne », dit-elle d'une voix étranglée. Poirot la regardait avec une douceur presque cruelle. « Vraiment ? Pourtant, elle fut employée ici, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête trop vite. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiet. « Je ne me souviens plus. C'était il y a si longtemps. » Il ne répondit rien, se contentant d'incliner la tête. Son silence, plus que n'importe quelle parole, força la vérité à transparaître. Je vis la veuve porter sa main à son front. Un instant, elle sembla vaciller, puis murmura « Je me sens lasse, monsieur Poirot. Permettez-moi. » Elle se leva difficilement et quitta la pièce. Poirot la suivit du regard. Elle ne ment pas, Hastings. Elle se ment à elle-même. Nuance subtile, mais capitale. Henri, interrogé plus tard, prit un air détaché. Claire Lambert? Non. Le nom ne me dit rien. J'étais enfant, vous comprenez. Mais je remarquai que ses doigts tapotaient nerveusement le bras de sa chaise. Poirot hocha la tête. Naturellement. L'enfance oublie ce qui dérange les adultes. Henri esquissa un sourire ironique. Ou elle choisit d'oublier, monsieur Poirot? Précisément, répondit Poirot calmement. Le jeune homme détourna le regard, agacé. Lorsqu'il partit, Poirot resta pensif. Ce garçon ment, Hastings, mais il ne ment pas pour lui-même. Il protège une mémoire, celle d'un autre. Je m'étonnais de la certitude tranquille avec laquelle il prononçait ces mots. Chez Poirot, le doute n'était qu'une étape élégante menant à l'évidence. Le soir, Poirot sortit de sa poche le fragment de lettre trouvé dans le coffret. Il le déplia avec un soin presque cérémonieux. Les mots tremblés de la plume étaient lisibles. « Vous me détruirez, et vous vous détruirez avec moi. » C'est elle. Poirot contempla longuement la feuille. « Voyez-vous, Hastings, la passion et le désespoir s'y confondent. Nous deux, non pas l'amant et la maîtresse, mais peut-être deux complices ?» Je haussai les épaules. « Vous croyez à un crime? Je crois à un secret. Et c'est souvent pire. L'amour n'a jamais tué que par la honte. » Il rangea le papier dans son portefeuille. Chaque mot de cette lettre respire la peur du scandale, la trace d'une faute soigneusement recouverte. Voilà ce qu'il faut chercher, ce que l'on a voulu effacer. Et, levant les yeux vers le plafond, effacer, Hastings, comme ce portrait gratté dans l'atelier d'Henri. Les jours suivants, Poirot reconstitua patiemment le passé. Il interrogea le vieux notaire du village, fouilla les registres, et le soir, me faisait part de ses conclusions, comme d'un thé léger. Madame Lefebvre avait alors 30 ans, son mari 45, et mademoiselle Lambert, 25, charmante, instruite, sans famille. Le tableau est clair, n'est-ce pas? Je compris aussitôt. Une liaison. Poirot inclina la tête. Une liaison, oui, mais avec un prix. Le mari n'a pas été le seul à trahir, la gouvernante aussi. Elle a cru à l'amour
Il n'a vu que la faute, et lorsque la vérité a menacé d'éclater, on a fait disparaître la jeune femme. Je protestais, choqué. Vous pensez qu'on l'a tuée? Non, on l'a réduite au silence, ce qui, pour une femme, revient au même. Ces mots me glacèrent. Poirot, lui, demeurait impassible. Ce grenier, Hastings, n'est pas une prison vide, c'est une mémoire scellée, et la maison entière en garde le souffle. Élise fut convoquée. La pauvre fille tremblait comme une feuille. Poirot lui parla avec douceur, presque paternelle. « Votre maîtresse parle souvent seule, n'est-ce pas ?» Elle hésita. « Oui, monsieur. Parfois, le soir, elle monte vers le grenier et murmure, comme si quelqu'un l'écoutait. Et que dit-elle? Je n'ose répéter des mots de pardon, parfois. D'autres fois, elle pleure. » Poirot ne la pressa pas davantage. « Vous êtes une bonne âme, Élise, mais la bonté devient faiblesse quand elle garde les secrets des autres. » La servante éclata en sanglots. Lorsqu'elle sortit, Poirot me dit simplement « Elle sait. » Mais elle se tait par amour, pas par peur. Je compris que dans cette maison, même la loyauté avait un parfum de culpabilité. Nous marchions dans le jardin. Le soir tombait. « Hastings, » dit Poirot soudain, « il est aisé de cacher un crime. Il suffit de la nuit, d'un mensonge, d'un peu de terre. Mais vivre à côté de ce crime, chaque jour, c'est une autre histoire. » Il s'arrêta près du vieux puits, le même où avait été trouvé le coffret. « Le vrai châtiment, mon ami, c'est la persistance. On croit avoir enterré la faute, mais elle respire encore. Et parfois, elle pleure, la nuit, dans les combles. » Je frissonnais. « Vous croyez donc que Claire Lambert est morte? » « Morte ?» Il haussa un sourcil. « Je crois seulement qu'elle n'a pas fini de parler. » Cette phrase me poursuivit longtemps. Le lendemain matin, alors que nous prenions le café, le facteur remit à Poirot un télégramme. Il le lut, hocha la tête et me le tendit sans un mot. Les mots y étaient brefs, officiels. Certificat de décès, Claire Lambert, falsifié, aucune trace d'inhumation. Je le regardai, stupéfait. « Alors, elle est vivante ?» Poirot replia le papier avec lenteur. « Oui, Hastings. Et si elle est vivante, elle est ici, ou elle y a été récemment. » Je murmurai. « Dans le grenier ?» Il sourit. « Exactement. Voilà pourquoi la maison gémit. Elle abrite la vérité, non un fantôme. » Je restai sans voix. L'air me sembla plus lourd, soudain, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Poirot se leva, impeccablement calme. « Préparez-vous, mon ami. Ce soir, nous inviterons un esprit à dîner. » L'atmosphère, ce soir-là, avait quelque chose d'artificiellement paisible, comme si chacun s'efforçait de nier la tension qui gonflait l'air. Poirot, d'une voix affable, avait proposé un dîner pour rétablir l'harmonie du foyer. Je savais trop bien qu'il ne cherchait pas la paix, mais la vérité. Madame Lefebvre avait accepté, pâle mais digne. Henri, silencieux, s'était montré méfiant. Élise, nerveuse, servait les plats avec des gestes trop rapides. Poirot, lui, se montrait d'une urbanité exquise. Il parlait de tout et de rien, du temps, des jardins, des coutumes de la région, mais chaque mot semblait peser, calculé, dirigé vers un but invisible. À plusieurs reprises, je le surpris observant ses hôtes, avec ce regard fixe et doux qu'il réserve aux coupables avant l'aveu. « Mon cher Hastings, » me dit-il à voix basse, « il est des vérités qui ne se découvrent qu'en présence de l'argenterie et d'un dessert bien présenté. » Je souris malgré moi. Poirot menait déjà son dîner comme une partie d'échecs silencieuse. Le repas débuta dans un calme feutré. La lumière des chandelles vacillait sur les visages tendus. Henri s'efforçait d'adopter une désinvolture forcée, parlant de peinture, de voyage,
mais ses doigts trahissaient son trouble. Ils tremblaient à chaque fois qu'il portait son verre à ses lèvres. Madame Lefebvre, immobile, fixait son assiette. Elle semblait lutter contre un vertige intérieur. Élise, quant à elle, s'effaçait dans l'ombre, ne parlant que lorsqu'on l'y contraignait. Poirot, d'un ton léger, complimentait le vin, louait la tenue de table, puis, brusquement, lançait une phrase d'apparence anodine. La mémoire, mes amis, est une chose curieuse. Elle garde ce qu'on voudrait perdre et perd ce qu'on voudrait garder. Un silence suivit, lourd, presque douloureux. Henri toussa. Madame Lefebvre se raidit. Élise renversa quelques gouttes de vin sur la nappe. Poirot sourit, satisfait. « Voyez-vous, Hastings, murmura-t-il ensuite, les masques tiennent toujours, jusqu'à la première fissure. Après cela, ils tombent d'eux-mêmes. Je compris que ce dîner serait moins un repas qu'une confession collective. Le dessert était servi lorsque Poirot aborda, d'un ton paisible, la question du pardon. « Je me demande, dit-il, si l'on peut vraiment pardonner une trahison. N'est-ce pas souvent une forme de vanité, cette prétention à oublier ?» Madame Lefebvre leva brusquement la tête. « Je crois, monsieur Poirot, que certaines fautes méritent d'être pardonnées. Mon mari m'a trahi, oui, mais je l'ai absous, entièrement. » Le mot résonna étrangement dans la pièce. Poirot inclina légèrement la tête. « Entièrement, même de la honte. » Elle serra ses mains. « Il n'y a plus de honte quand on aime encore. » Henri détourna le regard. Élise se signa discrètement. Poirot demeura pensif, puis ajouta doucement. « Et pourtant, madame, certains pardons sont si complets qu'ils deviennent complicité. » Madame Lefebvre ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'un éclat d'effroi et de fierté mêlée. Je sentis, pour la première fois, que sous sa dignité demeurait une blessure qui saignait encore. Henri rompit soudain le silence, sa voix vibrante d'un ton qu'il ne contrôlait plus. « C'est bien beau, le pardon, » dit-il avec amertume, « mais il n'efface rien. Le passé continue à gouverner le présent. Même la mort n'y change rien. » Poirot le regarda avec intérêt. « Vous parlez du passé, monsieur? Ou de votre avenir ?» Henri eut un rire bref. « Mon avenir? Il dépend de ma tante, n'est-ce pas? De son testament, de sa générosité et de ses caprices. » Madame Lefebvre, offensée, détourna la tête. « Tu es injuste, Henri. » Il haussa les épaules. « Je suis réaliste. » Poirot observa la scène sans intervenir. Quand le jeune homme quitta la table un peu trop brusquement, il murmura. Voilà un cœur qui est sans le savoir. Et la haine, Hastings, finit toujours par s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Lorsque le calme revint, Poirot s'adressa à Élise, d'un ton presque paternel. « Dites-moi, ma chère, avez-vous jamais vu Madame Lefebvre près de la porte du grenier ?» Elle hésita longuement, puis finit par hocher la tête. « Oui, monsieur, une nuit. Je l'ai vue debout devant la porte, une bougie à la main. Elle disait quelque chose, très doucement. Et que disait-elle » Élise rougit, tremblante. Elle murmurait « Je l'ai fait par amour. » Un silence épais suivit. Madame Lefebvre devint blanche comme la nappe. Poirot se contenta de la fixer calmement, puis inclina la tête, comme s'il venait d'obtenir la confirmation d'un soupçon ancien. « Merci, mademoiselle, » dit-il simplement. Lorsque la jeune femme sortit, la veuve porta lentement la main à son cœur, comme si ces mots l'avaient frappé d'un coup invisible. Lorsque la table fut desservie, Poirot demeura un moment silencieux. Il regardait la flamme des chandelles danser, songeur. « Hastings, dit-il enfin, le drame de cette maison n'est pas unique. Il y a eu ici 2 trahisons, l'une par amour, l'autre par pitié. » « Pitié ? Oui ?
la plus dangereuse des vertus. Quand elle s'égare, elle devient un poison doux. Je ne comprenais pas tout à fait, mais je sentais que ces mots portaient un poids immense. Ce soir, mon ami, j'ai vu la vérité se lever dans les yeux de 3 personnes. Il reste à savoir laquelle osera la regarder en face. Il se leva alors, lentement, et alla fermer les rideaux. Le rideau tombe, Hastings, mais la pièce n'est pas finie. Après le départ d'Henri et d'Élise, la maison retomba dans un silence presque religieux. J'accompagnai Poirot jusqu'à sa chambre. Il paraissait pensif, mais nullement troublé. « Vous croyez qu'elle nous dira la vérité ?» demandai-je. « Non, » répondit-il simplement. « Mais elle la connaît, et cela suffit pour qu'elle agisse. » Je ne compris pas immédiatement le sens de cette phrase. La nuit fut longue. Dans le couloir, l'air paraissait lourd, chargé de quelque chose d'indéfinissable. 2 fois, j'entendis des pas feutrés, ou peut-être les imaginai-je. Poirot, éveillé, écrivait calmement dans son carnet. Certains crimes, Hastings, ne réclament pas de châtiment. Ils réclament un équilibre. Je m'endormis sur cette réflexion, le cœur oppressé par une angoisse que je ne pouvais nommer. Le lendemain, je fus tiré de mon sommeil par le cri d'Élise. Je courus à la chambre de Madame Lefebvre. Poirot était déjà là. La veuve reposait sur son lit, les traits paisibles, les mains croisées. À son chevet, un petit flacon de laudanum renversé. Poirot s'approcha, examina le flacon, le verre intact sur la table de nuit, puis la position du corps. « Elle est morte depuis peu, » murmura-t-il. « Mais voyez, la bouteille a été replacée trop soigneusement, et ses doigts ne portent aucune trace de liquide. » Je frissonnai. « Vous pensez que… » ?»« Oui, mon ami, ce n'est pas un suicide, c'est la seconde trahison, celle de la miséricorde fatale. » Il resta un long moment immobile, puis ferma doucement les paupières de la défunte. « Requiescat, » dit-il simplement. « La vérité ne la poursuivra plus, mais elle poursuit encore les vivants. » Le matin qui suivit la mort de Madame Lefebvre fut d'une lourdeur presque irréelle. Une brume grise s'étendait sur les jardins, et la mer, au loin, paraissait immobile. La maison tout entière semblait retenir son souffle, comme si elle savait qu'un secret venait d'être enseveli avec la défunte. Dans le couloir, Henri parlait à voix basse avec Élise. « Elle a trouvé la paix, » dit-il d'un ton vide. Élise répondit, les yeux rougis, « ou peut-être le châtiment. » Poirot s'approcha d'eux avec douceur, le chapeau à la main. « Le châtiment, mademoiselle ?» Elle se signa. « Dieu sait ce qu'il y avait dans son âme, monsieur. » Poirot inclina la tête sans répondre. Il entra ensuite dans la chambre mortuaire avec la lenteur d'un prêtre pénétrant un sanctuaire profané. « La mort, Hastings, » murmura-t-il, « rend les maisons muettes, mais certaines parlent encore. » La pièce était paisible, presque trop. Madame Lefebvre reposait sur son lit, ses traits détendus, ses mains croisées sur la poitrine. À côté d'elle, le petit flacon de laudanum vide, un verre d'eau à moitié rempli et un mouchoir plié avec un soin méticuleux. Poirot resta longtemps immobile, observant sans rien dire. « Vous pensez qu'elle s'est suicidée ?» demandai-je à voix basse. « C'est ce que l'on veut que nous pensions, mon ami. » Il approcha lentement du lit. Une femme qui se donne la mort n'arrange pas les objets après coup. Elle agit dans le désordre du désespoir. Or ici, tout respire la mise en scène, la composition, la symétrie, l'intention. Il prit le verre entre ses doigts gantés. Et surtout, regardez, le verre n'a pas été porté aux lèvres, le liquide est intact. Non, Hastings, cette mort est un acte réfléchi, mais non de la victime. Il ferma les yeux un instant. Le silence, ici, n'est pas celui de la paix,
mais celui de la culpabilité. Poirot commença son examen méthodique. Chaque détail semblait l'occuper intensément. Il se pencha sur la table de nuit, caressa du doigt la surface polie. Pas la moindre empreinte sur le flacon, dit-il pensivement. Pas même celle de la défunte. Une main prudente a tout nettoyé. Il s'accroupit ensuite, observant la position du tapis, le pli du drap, la distance exacte entre le lit et la chaise. Tout cela, mon ami, ne concorde pas. Le désordre d'une agonie est ici remplacé par l'ordre d'une justification. On a voulu prouver la paix pour cacher la violence. Je frissonnais. Vous pensez qu'elle a été tuée? Disons plutôt qu'elle a été aidée à mourir, et que cette aide se voulait une bonté. Il se redressa, l'air grave. Le crime qui se cache sous le masque de la pitié est le plus cruel de tous, Hastings, car il tue 2 fois le corps et la conscience. Poirot s'approcha de la fenêtre, restée entr'ouverte. L'air humide de la mer entra dans la chambre, portant avec lui l'odeur de terre et de feuilles. « Regardez ici, dit-il soudain, des traces. » Je me penchai. Sur le plancher, à peine visibles, de petites empreintes boueuses, des pas. Oui, et voyez leur taille, trop petites pour être celles d'Henri, trop légères aussi. Il suivit les marques jusqu'au rebord, où la boue s'interrompait. Elles viennent du jardin, et non de l'intérieur. Quelqu'un est entré ici cette nuit. Je voulus ouvrir la fenêtre pour examiner le dehors, mais Poirot m'en empêcha d'un geste. Ne dérangez rien. Chaque trace ici est une phrase du témoignage muet que je traduirai plus tard. Ses yeux brillaient d'une intensité froide. L'intrus, Hastings, n'était pas un voleur. Il est venu accomplir une promesse. Peu après, Poirot fit fouiller les chambres du personnel, par simple ordre de méthode, disait-il. Dans le petit tiroir de la commode d'Élise, il trouva une enveloppe soigneusement pliée, portant le nom de la servante. Il la lut sans un mot. Je vis son visage se durcir. « Elle a écrit ceci la veille de sa mort, » murmura-t-il. « Écoutez, j'ai vu clair, elle est vivante. Elle me regarde encore, et je sens que je ne pourrai jamais lui échapper. » Je restais stupéfait, vivante. Poirot referma la lettre, son regard sombre. La conscience est un adversaire patient, Hastings. Elle se venge toujours, fût-ce sous le masque d'un fantôme. Il posa la lettre sur la table. Cette confession est un appel à la délivrance. Elle a vu, oui, mais elle n'a pas parlé. D'autres ont parlé pour elle, avec le poison du silence. Nous redescendîmes vers le salon. Poirot demeura longuement immobile devant la cheminée. Tout s'éclaire, mon ami. Il n'y a jamais eu de revenant. Les murmures nocturnes, les pas dans le grenier, les soupirs, tout cela venait d'un être de chair et de sang. Mais qui? Claire Lambert, je crus mal entendre. Mais si elle est en vie, alors elle était ici? Oui, dans le grenier, recueillie, cachée, nourrie par celle qui se croyait son ennemie. La pitié, Hastings, mène parfois à l'esclavage. Il ferma les yeux. Elles ont vécu face à face dans cette maison, la coupable et la victime, le remords et le pardon. Et lorsqu'une des deux a voulu mourir, l'autre lui a obéi. Ces mots me glacèrent. Ce que nous prenions pour un fantôme n'était qu'un cri de conscience, étouffé par 20 ans de peur. Je restai un moment sans voix. Mais enfin, Poirot, cela dépasse toute raison. Une femme vivante cachée là-haut pendant tout ce temps. Il haussa doucement les épaules. Rien n'est plus obstiné que la honte, Hastings. Elle sait se taire, se cacher, respirer en silence. Ce grenier n'était pas une prison, mais un asile moral. Je le fixai, incrédule. Et la mort de Madame Lefèvre, vous pensez qu'elle...
qu'elle a été aidée, oui, par celle qu'elle avait réduite au silence. Peut-être pour abréger le remords, peut-être pour la délivrer, peu importe. Le résultat est le même, la paix forcée. Poirot regarda le plafond, pensif. Le silence, mon ami, n'est jamais innocent. Ici, il a tué autant que le poison. Poirot demeura longtemps à son bureau, la lettre de la défunte posée devant lui. Le vent faisait trembler les vitres. Il relut lentement la dernière phrase. « Elle est vivante ». Alors, il referma le papier avec un soin extrême, le glissa dans son carnet, et dit d'une voix calme. « Il est temps, Hastings. » « De quoi, Poirot ?»« D'un dîner, mon ami, un dîner de vérité. » Je le regardai, stupéfait. « Mais qui inviterez-vous » Il eut un sourire mystérieux. « La morte, Hastings, la morte elle-même. Car les morts, parfois acceptent de venir lorsqu'on les invite avec politesse. » Il se leva, arrangea sa cravate, et tout en sortant de la pièce, ajouta « Ce soir, la maison parlera, et j'écouterai. » Le soir tombait lorsque Poirot fit demander tout le monde, au salon. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, mais nul n'y trouvait chaleur. Henri, livide, se tenait debout près de la fenêtre. Élise, les mains jointes, fixait le tapis. Le commissaire du village, grave, observait en silence. Moi, je me tenais à la droite de Poirot, conscient qu'une vérité lourde allait être dite. Mon ami s'avança, avec cette lenteur mesurée qu'il prenait avant ses démonstrations. « Mes amis, dit-il doucement, je ne viens pas accuser, mais remettre de l'ordre moral, celui du cœur et de la conscience. » Henri eut un rire bref et nerveux. Élise détourna le regard. Poirot poursuivit. « Depuis des semaines, cette maison parle dans son sommeil. Ce soir, elle doit s'éveiller. » Un silence épais s'abattit, ponctué par le tic-tac d'une horloge. Je connaissais ce moment. Celui où Poirot allait dérouler, avec la précision d'un chirurgien, les fils invisibles du drame. Poirot, d'un geste presque solennel, plaça sur la table le petit coffret trouvé dans le jardin, la lettre de la défunte et le jouet d'enfant marqué « C.L. ». « Tout commence ici, dit-il, avec une disparition, une honte et un silence. Madame Lefebvre a cru pouvoir enterrer le passé sous la respectabilité. Mais la terre, mes amis, rejette toujours ce qu'on lui impose. » Le commissaire s'éclaircit la gorge, mais Poirot leva la main. « Permettez, monsieur l'inspecteur. Nous allons, comme toujours, commencer par le commencement. » Et il reprit calmement, retraçant les faits. L'arrivée de la veuve à la maison des Tilleuls, les bruits nocturnes, le grenier verrouillé, la terre remuée, les mensonges, les tremblements, les visages blanchis. Tout cela, Hastings, n'était que les symptômes d'un désordre profond, celui d'une âme tourmentée par la trahison. Je reconnus dans son ton cette musique lente et persuasive qui précède la révélation, celle où la vérité s'avance, voilée encore, mais irrésistible. Poirot tourna son regard vers Élise, qui pâlit. Il n'y avait pas de fantôme. Mademoiselle Claire Lambert n'était pas morte. Elle a cela vécu, cachée, ici même, au-dessus de vos têtes. Élise joignit les mains, comme pour prier. Je ne pouvais pas la laisser dehors, monsieur. Elle était malade, si faible. Oui, dit Poirot doucement. Vous avez voulu expier. Vous, son ancien élève, aviez porté la faute sans l'avoir commise. Alors, vous l'avez nourrie, cachée, soignée, en secret, par amour et remords mêlés. Le commissaire fit un geste, stupéfait. Mais où? Dans le grenier. Ce grenier fermé à clé depuis 20 ans. Les pas, les murmures, les sanglots. C'était elle, vivante, prisonnière du pardon des autres. Un frisson parcourut la pièce. Même Henri recula, les lèvres blanches. Poirot se redressa. « Les revenants n'existent pas, messieurs.
Ce que vous appelez un fantôme, c'est simplement une vérité qui refuse de mourir. » Élise pleurait silencieusement. Poirot l'observait avec une douceur presque paternelle. « Votre faute, ma pauvre enfant, fut d'aimer trop la souffrance. Vous avez cru réparer le passé par la pitié, mais la pitié, lorsqu'elle s'égare, devient cruauté. » Elle secoua la tête. « Je voulais qu'elle vive, qu'elle ait un abri. Et vous avez transformé cet abri en prison. Vous avez nourri son corps, mais chaque jour, vous lui rappeliez sa honte, la vôtre et celle des autres. » Élise sanglota plus fort. Poirot ajouta simplement « Vous êtes moins coupable que malheureuse. La loyauté mal placée est souvent une forme de trahison. » Personne ne parla. Les mots flottaient dans l'air comme une prière étouffée. J'eus soudain le sentiment que Poirot ne jugeait plus, mais qu'il conférait une absolution à sa manière, par la vérité. Poirot reprit d'un ton plus dur. Madame Lefebvre, lorsqu'elle découvrit la présence de Claire Lambert, ne chercha pas la vengeance. Non, elle fit mieux. Elle promit le pardon. Elle jura de garder le secret. Et pendant quelques semaines, il y eut entre elles une étrange paix. Il se tourna vers moi. Mais le remords, Hastings, est un serpent. Il se glisse, se love, et finit toujours par mordre. Il fit une pause, puis continua. Un soir, il y eut dispute. Claire exigeait que la vérité soit dite. Elle voulait revoir son fils, celui qu'on lui avait arraché. La veuve refusa. La colère éclata, violente. Alors, dans un geste de panique, Madame Lefebvre referma la porte du grenier et en emporta la clé. Je sentis un frisson me parcourir. Elle l'y laissa? Oui, vivante, enfermée. Et la maison, cette nuit-là, commença à gémir. Les pas que l'on entendait, c'étaient les siens, les soupirs, les pleurs, sa prière. Et la conscience de Madame Lefebvre, Hastings, les traduisait en fantômes. Poirot se tourna lentement vers Henri. « Et maintenant, monsieur, il me reste à parler de vous. » Le jeune homme tressaillit. « De moi? Oui. Vous avez cherché votre place, votre héritage, votre vérité. La voici. Vous êtes le fils de mademoiselle Claire Lambert. » Un silence de tombe s'abattit. Henri blêmit, recula d'un pas. « C'est impossible. Oh si, mon ami, on vous a fait croire que vous étiez le neveu. Mais vous êtes le fruit d'une faute qu'on a voulu dissimuler sous le voile de la respectabilité. Madame Lefebvre vous a élevé, aimant en vous ce qu'elle détestait chez votre mère. » Henri chancela, prit appui sur le dossier d'une chaise. Poirot poursuivit d'un ton plus doux. « Vous avez vécu dans le mensonge des autres, mais sans le savoir. Vous êtes innocent, mais la vérité vous lie à leur faute. Et c'est cette vérité-là, mon ami, qui a conduit votre tante au désespoir. » Madame Lefebvre savait tout, reprit Poirot. Et quand Henri découvrit, par hasard, un ancien portrait, celui de Claire, la vérité remonta à la surface. Il l'interrogea. Elle ne sut mentir davantage. Ce fut la fin. Je me souvenais du visage ravagé de la veuve cette dernière nuit, et compris enfin sa terreur. Elle voulut se donner la mort. Elle écrivit une lettre, celle que nous avons lue, mais Élise la surprit. Et dans sa bonté tragique, la servante voulut abréger sa souffrance. Elle versa le laudanum, persuadée d'accomplir un acte de miséricorde. Élise hoqueta. Je croyais la délivrer. Elle m'a dit « Laisse-moi partir ». Poirot ferma les yeux un instant. Oui, mais délivré par la mort, c'est jouer à Dieu. Et Dieu, mademoiselle, n'aime pas qu'on se substitue à lui. Henri sanglotait silencieusement. Ainsi s'achève le double crime de cette maison, conclut Poirot, celui du cœur et celui de la conscience. Le silence qui suivit fut long, presque sacré. Poirot, les mains croisées derrière le dos, regardait le plafond. Cette maison, Hastings, n'a pas abrité des vivants et des morts,
mais des âmes en représentation. Chacun y a joué son rôle, la coupable, la victime, la confidente, l'enfant perdu. Il se tourna vers Élise. Le grenier n'était pas un lieu, mais un théâtre. Chaque pas sur son plancher, chaque soupir dans l'obscurité, était une réplique dans la pièce du remords. Je ne pus m'empêcher de murmurer « Et maintenant, le rideau tombe. » Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami, mais le rideau tombe toujours trop tard. Il reste l'écho, celui du mensonge et du pardon mal compris. » Ces paroles semblaient s'adresser autant aux vivants qu'aux absents. Même le commissaire, d'ordinaire si terre-à-terre, baissa la tête comme honteux d'avoir douté. Lorsque tout fut dit, la nuit avait gagné la mer. Poirot demanda qu'on le laissât seul. Il monta lentement l'escalier menant au grenier. Je le suivis jusqu'à la porte, puis m'arrêtai. Il entra, resta quelques instants silencieux, puis prononça doucement « Voilà donc, le théâtre vide, la pièce est finie. » Je le vis refermer la fenêtre, redresser la chaise, replacer le petit cheval de bois à sa place. Enfin, il prit la clé qu'il portait sur lui et verrouilla la porte. En descendant, il murmura « L'ordre est rétabli, Hastings. » Mais à quel prix? Je ne répondis pas. Le vent du large sifflait dans les branches, et dans ce souffle, il me sembla entendre la voix lointaine d'une femme, ni plainte ni reproche, mais un soupir. Poirot s'arrêta un instant, pensif, puis déclara « Le silence, mon ami, n'est jamais vide. Il contient ce que la vérité n'a pas su dire. » L'aube se leva sur la maison des Tilleuls, comme un souffle apaisé après la tempête. La lumière, timide d'abord, s'étira lentement sur les murs délavés, chassant les ombres qui, la veille encore, semblaient y habiter. Le silence, désormais, n'était plus celui du secret, mais celui du repos. Dans le grand couloir, les pas résonnaient à peine. Les domestiques murmuraient, comme s'ils craignaient de troubler la paix fragile qui s'était installée. Je trouvai Poirot debout près de la fenêtre du salon, contemplant la mer lointaine. Il paraissait serein, presque méditatif. « La maison respire à nouveau, Hastings, » dit-il doucement. « Les murs qui ont écouté trop de mensonges écoutent enfin le silence pur. » Je compris alors que, pour lui, cette conclusion n'était ni victoire, ni triomphe, seulement un retour à l'équilibre. Un parfum de lavande flottait dans l'air. Le deuil demeurait, mais la peur, elle, avait disparu. Plus tard dans la matinée, une voiture s'arrêta devant la maison. 2 infirmières en descendirent. Claire Lambert, pâle et frêle, fut doucement conduite jusqu'à la portière. Je restai frappé par l'étrange douceur de son regard. C'était celui d'une femme revenue de très loin, où le temps n'a plus de prise. Poirot la salua d'un léger mouvement de tête. « Madame, la justice des hommes est lente, mais celle du cœur peut être rapide. Allez en paix. » Elle murmura quelque chose que je n'entendis pas. Un mot, peut-être un nom. Puis la voiture s'éloigna sur le chemin bordé de tilleuls. Je vis Poirot suivre du regard la poussière qu'elle laissait derrière elle. Ainsi Hastings, le fantôme quitte enfin la maison qu'il hantait. Mais remarquez, elle n'était pas morte, seulement oubliée. Il resta silencieux un moment, puis ajouta, pensif, « Les vivants sont parfois plus transparents que les morts. » Vers midi, les gendarmes arrivèrent à leur tour. Élise sortit d'elle-même pour les accueillir. Elle portait encore son tablier, les cheveux tirés avec soin, et un calme presque surnaturel sur le visage. Poirot s'avança vers elle. « Mademoiselle, je n'ai rien à dire pour vous excuser, mais tout pour vous comprendre. » Elle sourit faiblement. « Je n'ai pas peur, monsieur. J'ai attendu ce jour depuis longtemps. C'est un soulagement. » Lorsqu'on lui passa les menottes,
Elle ne protesta pas. Son regard, étrangement paisible, semblait déjà tourner ailleurs. Je sentis une boule dans la gorge. Elle ne méritait pas cela, murmurai-je. Non, répondit Poirot, mais elle le désirait. Certaines âmes, Hastings, ne trouvent la paix que dans la punition. Les pas des gendarmes s'éloignèrent sur les graviers, et la maison parut plus vide encore. Dans l'après-midi, Henri demanda à parler à Poirot. Il était vêtu simplement, une valise à la main. « Je pars pour Paris », dit-il d'une voix tremblante. « J'ai besoin de recommencer, ailleurs. Peut-être que là-bas, je peindrai sans ombre. » Poirot le regarda longuement. « Les ombres, monsieur, ne disparaissent jamais. On apprend seulement à les apprivoiser. » Henri eut un sourire amer. « Vous croyez que je pourrais oublier ? Non, mais vous pouvez comprendre. Et comprendre, c'est déjà se libérer. » Ils se serrèrent la main. Je vis, dans ce geste silencieux, plus de pardon que dans 1000 mots. Quand la voiture s'éloigna vers la route de la mer, Poirot murmura « L'enfant perdu a trouvé sa vérité. Peut-être peindra-t-il un jour la lumière. Mais elle portera encore la trace du grenier. » Son ton n'était pas triste, mais méditatif, comme celui d'un homme qui sait que la vérité ne délivre jamais tout à fait. En fin de journée, nous quittâmes la maison. Le vent marin soufflait fort, et la mer en contrebas battait les rochers de sa lente respiration. Poirot marchait à petits pas réguliers, les mains croisées derrière le dos, son chapeau bien droit malgré les rafales. « C'est étrange, dis-je, comme tout semble redevenu normal, et pourtant, il y a quelque chose d'irréparable. C'est la marque du drame humain, mon ami. Il ne détruit pas le monde, il le fissure à peine. Et pourtant, cette fissure demeure visible pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Nous longeâmes le sentier, en silence. La maison, derrière nous, paraissait minuscule, presque paisible, comme si rien ne s'y était jamais passé. « Vous avez apporté la vérité, Poirot, » dis-je enfin. Il secoua la tête. « Non, Hastings, j'ai seulement remis les choses à leur place. C'est tout ce que peut faire un homme, fût-il détective. » Nous nous assîmes sur un rocher, face à la mer. Le vent fouettait nos visages. « Poirot, dis-je, je ne comprends pas. Élise est en prison, Madame Lefebvre est morte, Claire vit à peine. Et pourtant, vous dites que justice est faite ?» Il demeura silencieux un instant, puis répondit doucement. « La justice, mon ami, n'est pas ce que l'on croit. Elle ne consiste pas à punir les fautes, mais à rétablir l'harmonie. Regardez cette mer. Parfois, elle se déchaîne, détruit, emporte tout. Puis elle se retire, et le calme revient. Ce calme-là, c'est la justice naturelle, celle du monde. » Je le regardai, songeur. Mais cette harmonie, Poirot, n'a rien rendu à personne. Il sourit avec mélancolie. Elle a rendu la paix aux morts, Hastings, et aux vivants le miroir de leurs erreurs. C'est beaucoup. Ses yeux, d'un gris clair, presque lumineux, se fixèrent sur l'horizon. La justice humaine est un jugement. La justice du cœur, une guérison. Je ne trouvais rien à répondre. Les vagues seules poursuivaient leur murmure d'éternel. Nous restâmes là longtemps, sans parler. Le soleil descendait lentement derrière la mer, teintant l'eau d'un or fragile. Poirot ajusta son manteau. « Écoutez, Hastings, » dit-il. « La mer parle. Toujours la même voix, depuis le commencement du monde. Parfois furieuse, parfois douce, mais toujours juste. » Je fermais les yeux. Le ressac montait, redescendait, avec ce rythme hypnotique que j'avais entendu, autrefois, dans le grenier. « C'est le même murmure, » murmurai-je. « Oui, » répondit-il. « La maison parlait ainsi la nuit, c'était le remords. Maintenant, c'est la mer, c'est la paix. » Il resta immobile, le regard perdu vers l'horizon. Puis, très bas,
Il ajouta « L'ordre est rétabli, mon ami, mais l'ordre, même juste, laisse toujours derrière lui un peu de tristesse. » Nous redescendîmes lentement vers le village, et le bruit des vagues nous accompagna longtemps, comme un adieu murmuré par la conscience du monde. Parfois, la vérité ne triomphe pas, elle se tait simplement, pour laisser les âmes en paix. Et vous, auriez-vous su distinguer la voix du remords de celle de l'innocence? Dites-le-moi en commentaire, et si cette enquête vous a captivé, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette histoire avec ceux qui aiment les mystères d'antan. Car dans le murmure du silence, chaque secret attend encore d'être entendu.